Tu penses vraiment que c'est suffisant? Son expression se durcit légèrement. Ne rends pas ça difficile. Ça y était. Le vrai Wyatt. La version charmante ne dure jamais longtemps. Finalement, l'arrogance apparaît toujours. J'ai jeté un coup d'œil autour de la cour. Les investisseurs riaient près du patio. Mon père racontait des histoires. Ma mère remplissait les verres. Personne n'a remarqué la conversation qui avait lieu à côté du barbecue. Parfait. Parce que Wyatt a cessé de faire semblant. Le transfert de titre est déjà en cours. Je n'ai rien dit. Les investisseurs sont enthousiastes. Toujours rien. Le partenaire commercial a besoin de l'espace. Ça y était encore. Le partenaire commercial mythique. La maison revient à mon fils, Mallory. C'est la tradition. Wyatt est l'héritier. Mon père a dit cela comme s'il annonçait la météo. Pas de colère, pas d'hésitation, pas de doute, juste de la certitude. La salle de médiation est devenue assez silencieuse pour que j'entende le ronronnement du climatiseur à travers la bouche d'aération au plafond. Bernard Jenkins était assis au bout de la table en acajou poli, les bras croisés sur la poitrine. À 71 ans, la retraite l'avait seulement rendu plus convaincu qu'il avait raison surtout en ce qui concernait la famille. En face de lui était assis un médiateur professionnel qui semblait déjà épuisé. À la droite de mon père se trouvait ma mère, Dorothy. Elle fixait un mouchoir dans ses mains comme si elle se préparait à pleurer à l'heure prévue. Et à côté d'elle se trouvait mon jeune frère, Wyatt, l'enfant prodige, le futur roi d'un royaume qu'il ne pouvait pas se permettre. Wyatt se pencha en arrière sur sa chaise et me fit le genre de sourire que les gens portent quand ils pensent qu'ils ont déjà gagné. J'avais déjà vu ce sourire, généralement juste avant qu'une de ses idées commerciales n'explose. Cette fois, c'était différent. Il croyait vraiment que la maison était à lui. La maison que j'avais passé des années à entretenir. Le médiateur s'éclaircit la gorge. Monsieur Jenkins, dites-vous que votre position est que la propriété devrait être transférée à votre fils sur la base d'un accord familial? Mon père hocha la tête. C'est exactement ce que je dis. Et votre réponse, mademoiselle Jenkins? Je l'ai regardé, puis Wyatt, puis mon père. 3 personnes attendant ma réaction, que je pleure, que je crie, que je supplie. Le plus drôle, après des années passées dans les bâtiments et travaux publics de la marine, c'est que les gens ne vous surprennent plus. J'ai travaillé dans des zones sinistrées. J'ai reconstruit des écoles après des ouragans. J'ai vu des adultes se disputer pour savoir à qui était la faute d'un toit effondré alors qu'ils se tenaient sous le toit effondré. Après suffisamment d'années, vous apprenez que les faits ne se soucient pas des sentiments, et le béton ne se soucie certainement pas des sentiments. Ni les documents. Alors au lieu de répondre, j'ai tendu la main à côté de ma chaise. Le sac de sport en toile était assez vieux pour avoir ses propres histoires. Verre délavé, éraflures partout, lourd, le même sac que j'avais porté à travers les déploiements, les chantiers de construction, les aéroports et les casernes militaires. La fermeture éclair en laiton fit un bruit métallique rauque lorsque je l'ouvris. Le sourire narquois de Wyatt s'élargit. Il pensait que j'apportais des effets personnels. Peut-être des photographies, peut-être des objets sentimentaux, peut-être un dernier appel émotionnel. Pauvre Wyatt. Mon frère a toujours pensé que la vie fonctionnait comme l'une de ses présentations commerciales. Parler avec suffisamment de confiance et la réalité finirait par être d'accord. J'ai fouillé dans le sac, j'ai sorti la première pile, des documents bancaires, liés par une bande de papier. Le médiateur fronça les sourcils. Wyatt bougea légèrement. Mon père ne bougea pas. J'ai posé la pile sur la table. Plop. Le son était plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Personne ne parla. Je fouillai à nouveau dans le sac. Un autre flop. Puis un autre flop. Les yeux du médiateur suivaient chaque pile. Le sourire de Wyatt commença à se rétrécir. Juste un peu. Je ne dis toujours pas un mot. Une chose que j'ai apprise des travaux de construction est que les explications sont surestimées.
Vous pouvez passer une heure à décrire un pont ou vous pouvez pointer le pont. Le pont gagne généralement la dispute. J'ai changé une autre pile. J'ai changé une autre. Le bois poli disparut lentement sous des années de paperasse, de relevés hypothécaires, de confirmations de paiement, de dossiers certifiés, de reçus bancaires, chaque mois, chaque paiement, chaque preuve. J'observais attentivement l'expression de mon père, toujours têtu, toujours confiant. Mais maintenant, il y avait autre chose. La confusion. Le genre qui apparaît quand la réalité commence à refuser les instructions. Le médiateur se pencha en avant. Quels sont exactement ces documents, mademoiselle Jenkins? Je parlais enfin. Des paiements hypothécaires. La pièce resta silencieuse. Je fis glisser un autre paquet en avant, vérifié. Un autre tamponné, un autre enregistré. Wyatt se redressa. Quel est votre point de vue? Je le regardai. Mon point de vue? J'ai failli rire. Cela aurait demandé un effort. Mon point de vue est que la paperasse a une excellente mémoire. Le médiateur ajusta ses lunettes. Mon père décroisa enfin les bras. Non parce qu'il était inquiet. Pas encore. Parce qu'il était agacé. Pour des hommes comme Bernard Jenkins, les preuves sont irritantes lorsqu'elles sont en désaccord avec la tradition. Je continuai, un reçu après l'autre, un mois après l'autre, une année après l'autre. La pile s'étendit plus loin sur la table. Le médiateur cessa de prendre des notes. La confiance de Wyatt s'épuisait si vite qu'elle avait pratiquement une fuite. Mal, qu'est-ce que tu fais? Je l'ignorais. Top, un autre reçu. Top, un autre. La mâchoire de mon père se serra. Le mouchoir de ma mère se figea à mi-chemin de son visage. Le médiateur comptait tranquillement. Je le savais parce que je comptais aussi. Pas à voix haute, juste dans ma tête. De la même manière que je les avais comptés pendant des années. De la même manière que je me souvenais de chaque transfert, de chaque retrait, de chaque salaire, de chaque sacrifice, de chaque décision pour laquelle personne ne m'avait remercié. Au moment où j'atteignis le dernier paquet, il ne restait plus beaucoup de tables. 96 paiements, 96 mois, 8 ans. Le dernier reçu atterrit devant mon père. Top. Personne ne bougea. Personne ne parla. Toute la table en acajou était enfouie sous une piste de papier. Pour la première fois de l'après-midi, Wyatt ne souriait pas. Pour la première fois de sa vie, mon père semblait incertain, et pendant une belle seconde, la pièce appartenait aux faits plutôt qu'aux opinions. Avez-vous déjà vu quelqu'un revendiquer la propriété de quelque chose que vous avez passé des années à construire? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous aimez les histoires sur la famille, la loyauté et le moment où les reçus deviennent plus forts que les excuses, rappelez-vous que nos histoires exclusives sont mises en ligne tous les jours à 13h15 HE. Faites-en une partie de votre routine quotidienne. Le dernier reçu se posa à plat sur le bois poli. Toip. Le son se mêla à un autre impact aigu. Touac. Une cloueuse tira dans une nouvelle cloison sèche. Tac. Un autre clou. Et soudain, j'avais 8 ans de moins, debout dans une pièce à moitié finie, sur le point d'apprendre exactement à quel point une famille peut prendre à la personne sur laquelle elle compte le plus. La cloueuse me frappa l'épaule alors qu'une autre fixation s'enfonçait dans une feuille de cloison sèche. Ouac. Un nuage de poussière flotta à travers la pièce inachevée. 8 ans plus tôt, j'étais debout dans un logement temporaire à l'extérieur de Gulfport, Mississippi, aidant à reconstruire des maisons endommagées par la tempête après un déploiement ouragan. La chaleur estivale donnait l'impression que quelqu'un avait enveloppé l'état entier d'une couverture mouillée. La sueur traversait ma chemise de travail avant le petit déjeuner tous les jours. J'adorais ça. La plupart des gens entendent la marine et imaginent des porte-avions ou des avions de chasse. J'étais une CB. Nous construisions des choses, des routes, des écoles, des abris, des systèmes d'eau. Quand des catastrophes détruisaient des communautés, nous arrivions avec des discours. J'aime ça. Le bois ne se souciait pas de la politique. Le béton ne se souciait pas des sentiments.
Si vous faisiez le travail correctement, le résultat parlait de lui-même. Cet après-midi-là, je terminais une section de mur quand mon téléphone vibra dans ma poche. Je faillis l'ignorer. Presque. L'écran affichait le nom de mon père. Cela seul était inhabituel. Bernard Jenkins n'était pas du genre à téléphoner. Son style de communication préféré était généralement d'attendre que vous rentriez chez vous et de vous dire ce que vous auriez dû faire 3 semaines plus tôt. Je sortis et répondis. Papa, sa voix semblait différente, plus petite. J'ai besoin que tu rentres à la maison. Je fronçai les sourcils. Que s'est-il passé? Il y eut une pause, puis une autre. Finalement, il dit, nous sommes en difficulté. Cette phrase me fit plus peur que n'importe quel cri. Mon père aurait plutôt avalé des clous que d'admettre une faiblesse. J'ai pris un congé d'urgence et je suis rentré à la maison 2 jours plus tard. La première chose que j'ai remarquée, c'est la pile d'enveloppes non ouvertes posée sur le comptoir de la cuisine. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'est Wyatt disparaissant dans le jardin au moment où je franchis la porte. La troisième chose que j'ai remarquée, c'est ma mère qui semblait ne pas avoir dormi depuis des semaines. Cette combinaison signifiait généralement une chose, de l'argent. Je me suis assise à la table de la cuisine. Dis-moi ce qui se passe. Personne ne répondit immédiatement. Mon père fixait sa tasse de café. Ma mère continuait à tordre une serviette en papier entre ses doigts. Finalement, Bernard fit glisser une lettre sur la table. Je baissai les yeux. Avis de saisie. Je la lus 2 fois, puis une 3e fois. La maison avait des mois de retard. Pas 1 mois, pas 2 mois. Assez pour mettre toute la propriété en danger. Je levai lentement les yeux. Comment? Silence. Puis ma mère jeta un coup d'œil vers le jardin. Cela me dit tout. Wyatt, bien sûr. Apparemment, mon frère avait convaincu papa de financer une autre de ses entreprises. Celle-ci s'appelait Jenkins Premier Contracting Solutions. Le nom sonnait bien. Les dossiers financiers non. L'entreprise dura moins d'1 an. L'argent disparut beaucoup plus vite. Achat d'équipements, location de camions, publicité, carte de crédit, bureau. Mauvaise décision, beaucoup de mauvaises décisions. Et lorsque l'entreprise s'effondra, elle emporta la plupart des économies de retraite de Bernard. Les paiements hypothécaires s'arrêtèrent peu après. La banque avait été patiente. Les banques finissent par cesser d'être patientes. J'ai passé le reste de cette semaine à rencontrer des prêteurs, à examiner des documents et à déterminer l'ampleur réelle des dégâts. La réponse était simple. Très grave. Le montant nécessaire pour arrêter la saisie était plus d'argent que mes parents n'en avaient, plus d'argent que Wyatt n'en avait, ce qui ne voulait pas dire grand-chose. La seule personne restante était moi. Personne n'a rien exigé. C'était la partie frustrante. Personne n'a vraiment demandé. Ils m'ont juste regardé. De la même manière que les gens regardent un toit qui fuit, non pas parce qu'ils apprécient le toit, mais parce qu'ils s'attendent à ce qu'il continue à faire son travail. J'avais des économies militaires, des années de salaire de déploiement, de primes de risque, de l'argent que je prévoyais d'utiliser pour mon propre avenir, ma propre maison un jour. Mes propres projets. Au lieu de cela, j'ai vidé le compte. Juste comme ça. La saisie a été arrêtée. La maison a survécu. La crise a pris fin. Du moins pour tout le monde. Je n'ai pas été ajoutée à un monument familial par la suite. Il n'y a pas eu de célébration. Personne n'a encadré un certificat disant que Mallory avait sauvé la maison. La vie a simplement continué. Les paiements hypothécaires sont devenus les miens, mois après mois, année après année. Prélèvements automatiques, responsabilité automatique. Je ne me suis pas plainte. Je me suis dit que la famille aidait la famille. Du moins, c'est ce que je me suis dit pendant un certain temps. Quelques mois plus tard, nous dînions ensemble un dimanche soir. Toute la famille était réunie autour de la table. Wyatt arriva 20 minutes en retard, portant un pack de 6 bières et agissant comme s'il venait de négocier la paix mondiale.
Attendez de voir la terrasse, annonça-t-il. Le design est incroyable. J'ai failli m'étouffer avec mon thé glacé. La terrasse. La fameuse terrasse. Celle qui penchait légèrement vers la gauche comme si elle envisageait la retraite. Wyatt l'avait construite lui-même, ce qui expliquait beaucoup de choses. Par la fenêtre de la cuisine, je pouvais en fait voir un coin s'affaisser. Rien de dangereux encore, mais certainement pas quelque chose dont je me vanterais. Ma mère rayonnait littéralement. J'ai dit à Bernard, notre fils a un vrai talent. Notre fils, pas mon fils. Pas ton frère, notre fils. Comme si elle l'avait personnellement fabriqué en laboratoire. Wyatt sourit. Mon père hocha la tête fièrement. Pendant ce temps, j'avais littéralement payé l'hypothèque 3 jours plus tôt. Personne n'a mentionné cela. Au lieu de cela, Dorothy a passé 10 minutes d'affilée à louer le savoir-faire de Wyatt, sa vision, son esprit d'entreprise, son leadership. À un moment donné, je me suis sincèrement demandé si elle décrivait mon frère ou un candidat à la présidence. Puis le dîner a pris fin. Ma mère s'est levée. Elle a pointé les assiettes. Mal, peux-tu les débarrasser pour moi? C'était tout. Pas de merci, pas de reconnaissance, juste une autre tâche ménagère assignée à l'enfant fiable. J'ai regardé autour de la table Wyatt recevant des éloges pour une terrasse bancale, mon père hochant la tête en signe d'approbation, ma mère souriant fièrement et quelque chose s'est mis en place. Pas de colère. Pas encore. Juste de la compréhension. L'argent que j'avais contribué n'était pas considéré comme un sacrifice. Il n'était pas considéré comme un soutien. Il n'était pas considéré comme un sauvetage de la famille. Dans leur esprit, c'était un loyer. Une obligation, quelque chose d'attendu. Pendant ce temps, Wyatt pouvait assembler une terrasse qui avait l'air fatiguée avant d'être finie et devenir en quelque sorte une légende locale. J'ai ramassé les assiettes sales sans dire un mot. Les assiettes en céramique s'entrechoquaient doucement pendant que je les empilais. Personne ne remarqua mon silence. Personne ne me demanda à quoi je pensais. Personne ne sembla intéressé. Les assiettes devinrent plus lourdes dans mes mains qu'elles n'auraient dû l'être. Clac, une autre assiette. Clac, une autre. Le son me suivit jusque dans la cuisine. Puis la pile se posa sur le comptoir. Le claquement aigu de la céramique se transforma en un son complètement différent. Une lourde porte métallique s'ouvrant. Clank. La boîte aux lettres devant la maison de mes parents venait de livrer quelque chose qui allait tout changer. J'ouvris la porte de la boîte aux lettres et commençai à trier 6 mois de courriers accumulés. La plupart du temps, c'était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Offre de cartes de crédit, dépliants de quincaillerie, factures de services publics, un carnet de coupons que personne n'avait demandé. Je me tenais dans l'allée, jetant des déchets dans une boîte en carton tandis que le soleil de fin d'après-midi faisait cuire l'asphalte sous mes bottes. Après 6 mois à l'étranger, la maison semblait étrangement inconnue. Pas physiquement. La même maison se tenait là où elle avait toujours été. Le même pot de fleurs fissuré était près du porche. Le même carillon éolien claquait contre la gouttière. Mais quelque chose n'allait pas. Le genre de sensation que l'on a quand un mur semble droit jusqu'à ce qu'on y mette un niveau. Puis j'ai vu l'enveloppe. Bureau de l'évaluateur du comté. Mon nom n'y figurait pas. L'adresse était correcte. Le destinataire non. La lettre était adressée à Bernard Jenkins. Normalement, je l'aurais portée à l'intérieur sans y penser. Au lieu de cela, une phrase imprimée à travers la fenêtre attira mon attention. Transfert de titre en ordre. Je me figeai. Pendant une seconde, j'ai supposé que c'était une erreur. Peut-être de la paperasse. Peut-être une réévaluation fiscale. Peut-être un dépôt de routine. Puis je me suis souvenu qui vivait dans cette maison. Rien impliquant Wyatt n'était jamais de routine. J'ai porté l'enveloppe à l'intérieur. La cuisine était vide. Mes parents étaient sortis. Wyatt était censé rencontrer des investisseurs. Cela seul était suffisant pour me rendre méfiante.
Chaque fois que Wyatt commençait à utiliser le mot investisseur, l'argent de quelqu'un d'autre disparaissait généralement. Je me suis assise à table et j'ai regardé l'enveloppe. Une partie de moi savait que je devrais la laisser tranquille. L'autre partie se souvenait de 8 ans de paiements hypothécaires. La deuxième partie a gagné, je l'ai ouverte. Puis je l'ai lue 2 fois, puis une 3e fois. Mon estomac se serra à chaque paragraphe. Le document n'était pas compliqué. Bernard et Wyatt avaient initié des démarches pour transférer les droits de propriété liés à la propriété entièrement sous le contrôle de Wyatt. Pas de propriété partielle, pas de propriété partagée, pas de planification de succession future, tout. L'ensemble de la propriété, l'ensemble de la maison. Mes yeux se sont déplacés plus bas sur la page. C'est là que j'ai trouvé la vraie raison. Demande de prêt commercial, 500 000 $. Je me suis adossée à ma chaise. 500 000 $. Wyatt voulait utiliser la maison comme garantie à nouveau. La même maison qui avait failli être perdue à cause de l'une de ses entreprises ratées. La même maison que j'avais passé des années à protéger. La même maison que mon salaire avait tranquillement soutenue mois après mois. Et d'une manière ou d'une autre, personne n'a pensé que je devrais le savoir. Personne n'a appelé, personne n'a demandé, personne ne m'a averti. Je ne faisais pas partie de la conversation. J'étais apparemment juste une partie du financement. Je suis restée assise là pendant près de 20 minutes. Pas en colère, pas encore. Juste en essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait penser que c'était normal. Finalement, j'ai entendu un camion s'arrêter dans l'allée, le camion de mon père. Quelques secondes plus tard, Bernard est entré par l'entrée du garage, portant un sac de la quincaillerie. Il a eu l'air surpris de me voir. « Quand es-tu rentré ?» Ce matin, il a hoché la tête. « Bon déploiement. »« Bien. » Puis j'ai fait glisser la lettre sur la table. Son expression a changé immédiatement. Pas de culpabilité, pas d'embarras, mais de la reconnaissance, ce qui m'a tout dit. Il savait déjà. Bien sûr qu'il savait. J'ai pointé la paperasse. Qu'est-ce que c'est ? Mon père a jeté un coup d'œil, puis a haussé les épaules. Il a en fait haussé les épaules. Comme si nous avions découvert une contravention de stationnement. Planification successorale. Je l'ai regardé. Planification successorale. C'est ça. J'ai ri une fois, un rire court. Ce n'était pas vraiment un rire. 500 000 $ n'est pas de la planification successorale. Sa mâchoire s'est serrée. Wyatt a des opportunités. Voilà. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que chaque mauvaise décision devient en quelque sorte une opportunité lorsque Wyatt la prend. Mon père a laissé tomber le sac de quincaillerie sur le comptoir. Tu ne comprends rien aux affaires. J'ai failli sourire. Cette phrase était devenue une tradition familiale. Chaque fois que Wyatt échouait, tout le monde ne comprenait tout simplement pas les affaires. 3 entreprises en faillite, 2 partenariats abandonnés, une entreprise de construction qui a duré moins longtemps qu'1 litre de lait. Apparemment, je n'étais toujours pas assez éduquée. Je me suis levée. Tu ne m'as pas dit. Bernard a croisé les bras. Je n'avais pas besoin de permission. La pièce est soudainement devenue plus petite, plus chaude. La conversation s'est déplacée dans le garage parce que mon père détestait discuter des conflits à l'intérieur de la maison. Comme si se rapprocher de 3 mètres de la tondeuse à gazon améliorait en quelque sorte la logique. Le garage sentait l'huile moteur et la sciure de bois. Bernard se tenait à côté de son établi. Je me tenais près de la porte du garage. Aucun de nous n'a bougé. 8 ans, ai-je dit. Son visage est resté impassible. J'ai payé cette hypothèque pendant 8 ans. Tu as vécu ici. J'ai cligné des yeux. Quoi ? Tu as vécu sous mon toit. Pendant une seconde, j'ai vraiment cru que je l'avais mal entendu. Puis il a continué calmement, avec confiance, comme s'il expliquait des mathématiques de base. Ces paiements étaient de ta responsabilité. Je l'ai regardé. Ma responsabilité ?
Tu es ma fille. J'ai ri à nouveau. Cette fois, cela a sonné plus durement. La plupart des filles reçoivent des cartes d'anniversaire. Tu avais un endroit où rester. Voilà. Cette réponse. La vraie réponse. Tout ce que j'avais fait, chaque paiement, chaque sacrifice, chaque déploiement, chaque transfert, rien de tout cela ne comptait. Pas pour lui. Parce que dans l'esprit de Bernard Jenkins, les fils héritent, les filles contribuent. C'étaient des catégories entièrement différentes. La réalisation a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Non pas parce que cela m'a surprise, mais parce que cela a confirmé quelque chose que j'avais passé des années à essayer de ne pas croire. Puis mon père a livré la partie qui m'a vraiment stupéfiée. Il y a autre chose. J'ai croisé les bras. Bien sûr que oui. Le partenaire commercial de Wyatt a besoin d'espace. J'ai attendu. Il a pointé le premier étage. Tu devras vider tes chambres. J'ai réellement regardé derrière moi pour m'assurer qu'il ne parlait à personne d'autre. Tu veux que je déménage? Tu as quelques semaines. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mon frère essayait d'emprunter un demi-million de dollars en utilisant la maison familiale. Et maintenant, j'étais expulsé d'une partie de celle-ci. Pour son partenaire commercial, mon père s'est rapproché. Non pas agressivement, juste avec assurance. L'assurance d'un homme qui n'avait jamais sérieusement remis en question sa propre vision du monde. Il m'a regardé directement. Tu avais un endroit où rester. Puis il a prononcé la phrase qui allait finalement tout faire s'écrouler. Mais Wyatt a besoin d'un héritage. Sa voix est restée calme, certaine, froide. La maison revient au fils. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Les mots sont restés là, lourds, permanents, comme s'ils croyaient qu'ils réglaient tout. Puis j'ai hoché la tête une fois, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je comprenais enfin exactement où j'en étais, non pas en tant que fille. Non pas en tant que membre de la famille, non pas en tant que personne qui avait sauvé la maison, juste un obstacle gênant se dressant entre Wyatt et quelque chose qu'il pensait lui appartenir. Je me suis tournée vers la sortie. Derrière moi, mon père a attrapé la télécommande de la porte de garage. Le moteur a rugi. La porte a claqué vers le bas. Le métal a crissé contre le métal. Le son a résonné dans le garage. Puis tout a disparu dans le silence. Le genre de silence qui existe dans les bureaux d'avocats coûteux où chaque mot coûte de l'argent et chaque document a des conséquences. Une semaine plus tard, j'étais assise en face d'une femme nommée Justine Cobb. Son bureau occupait le dernier étage d'un immeuble du centre-ville surplombant la rivière. Tout à l'intérieur avait l'air cher sans trop d'efforts. Meubles en bois sombre, murs en verre propre, étagères remplies de livres juridiques assez épais pour arrêter une balle. Le genre d'endroit où les gens payaient des centaines de dollars de l'heure pour entendre de mauvaises nouvelles livrées professionnellement. Justine entra, portant un bloc-notes et une tasse de café noir. Pas de petites discussions, pas de faux sourires. Je l'aimais immédiatement. Elle s'assit et ouvrit un dossier. Vous avez dit que votre père et votre frère tentaient un transfert de titre. Exact. Vous avez dit que vous faisiez des paiements hypothécaires depuis 8 ans chaque mois et qu'ils voulaient utiliser la propriété comme garantie pour un prêt commercial. 500 000 dollars. Elle hocha la tête une fois, pas de réaction, pas de surprise. Apparemment, les avocats entendaient des choses folles avant le déjeuner. Commençons par les documents. Je fis glisser une pile épaisse de dossiers sur son bureau. Relevé hypothécaire, virement bancaire, confirmation de paiement, correspondance, tous les documents que je pouvais trouver. Des années de reçus, des années de responsabilité, des années à être traité comme un distributeur automatique de billets avec un pouls. Justine commença à lire. Pendant près de 30 minutes, la pièce resta silencieuse, à l'exception du bruit des pages qui tournaient. J'observais son expression attentivement. Les avocats sont difficiles à cerner. Ils sont formés professionnellement à ne pas avoir l'air choqués. Mais 2 fois, j'ai remarqué que ses sourcils bougeaient. Cela semblait prometteur. Finalement, elle s'arrêta.
Racontez-moi exactement ce qui s'est passé il y a 8 ans. Alors, je l'ai fait. J'ai expliqué la saisie, l'entreprise ratée de Wyatt, le compte de retraite épuisé de mon père, les paiements d'urgence, l'accord que j'avais signé pour sauver la propriété. Les années qui ont suivi, l'hypothèque, l'avis de transfert de titres, la confrontation dans le garage, l'exigence de déménager, tout le désordre. Quand j'ai eu fini, Justine se pencha en arrière sur sa chaise. Puis elle posa une question que personne d'autre n'avait posée. Avez-vous réellement lu l'accord de restructuration original? J'ai cligné des yeux. Pas récemment. L'avez-vous? Je crois que oui. Elle hocha la tête. Trouvons-le. 3 jours plus tard, je suis revenue avec une autre boîte. À l'intérieur se trouvaient des documents que j'avais conservés dans des classeurs militaires. Tout était organisé par année. Dossier de déploiement, déclaration de revenus, état financier, documents de propriété. Être un CB vous apprend quelque chose de précieux. Les catastrophes ne détruisent pas la paperasse. Les gens détruisent la paperasse. Les catastrophes ne font qu'exposer les conséquences. Justine passa une autre heure à fouiller les dossiers. Puis elle s'arrêta soudainement. La pièce devint très silencieuse. Elle sortit un document de la pile, puis un autre, puis un troisième. J'ai remarqué que quelque chose avait changé. Pour la première fois, elle semblait intéressée. Non pas préoccupée. Intéressée? Comme si elle avait découvert un fil lâche. Quoi? Demandai-je. Elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle feuilleta plusieurs pages. Puis elle entendit une de l'autre côté du bureau. Lisez ce paragraphe. Je baissai les yeux. Dans un langage juridique, dense, compliqué, le genre d'écriture conçue pour faire regretter aux gens normaux d'avoir appris à lire. Je l'ai parcouru, puis je l'ai relu. Toujours rien. Je ne le vois pas. Exactement. Qu'est-ce que je manque? Justine sourit. Le premier vrai sourire que j'avais vu d'elle. Votre père l'a manqué aussi. Cela a attiré mon attention. Elle a retourné le document et a tapé une section avec son stylo. Ce n'était pas un arrangement de co-signataires standard. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'avocat qui a géré le sauvetage de la saisie a structuré l'accord différemment. Je me suis penchée en avant. Différemment comment? Elle a ouvert un autre dossier, puis un autre. Chaque pièce s'emboîtait comme les éléments d'une machine. Une machine que personne n'avait pris la peine de comprendre, sauf elle. Finalement, elle s'est adossée. Mallory, quand vous avez payé il y a 8 ans, le prêteur ne vous a pas simplement ajouté au prêt. J'ai attendu. Vous l'avez acheté. Je l'ai regardé. Non. Oui, ça n'a pas de sens. Légalement, si. Elle a glissé plusieurs documents dans une pile soignée. Le prêteur original a cédé le billet à ordre. Un autre document est l'acte de fiducie. Un autre à vous. J'ai regardé d'un papier à l'autre. Les mots étaient là. Encre noire. Signatures officielles. Enregistrement du comté. Pas d'opinion, pas d'interprétation. Des faits. Pendant une seconde, j'ai honnêtement pensé qu'elle s'était peut-être trompée. Puis elle m'a montré les signatures. Les enregistrements de session, les dépôts notariés, chaque pièce correspondait, chaque ligne de données, chaque élément soutenait le suivant. Il y a des années, alors que je me concentrais sur le sauvetage de la maison, un avocat avait discrètement intégré des protections juridiques à l'accord. Des protections que personne dans ma famille n'avait pris la peine de comprendre, y compris moi. Mon esprit commença. Attendez. Justine hocha la tête. Elle savait déjà où j'allais. Si c'est vrai, ça l'est. Alors qui possède la dette? Vous. Je suis restée silencieuse. La pièce semblait soudainement très différente. Non pas plus grande, plus claire, comme un brouillard qui se lève. Qu'est-ce que cela signifie pour les paiements hypothécaires? Justine joignit les mains. Cela signifie que vous n'avez pas payé la banque.
Je l'ai regardée. Puis elle prononça la phrase qui changea tout. Vous êtes la banque. Silence. Un vrai silence. Pas un silence dramatique. Le genre qui se produit quand votre cerveau a besoin de quelques secondes pour comprendre. J'ai de nouveau baissé les yeux sur les documents. 96 paiements, 8 ans, chaque dollar, chaque mois, chaque sacrifice. Tout affluent vers une obligation qui m'appartenait légalement. Pas à une corporation géante. Pas à un prêteur lointain. À moi. J'ai ri une fois, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était absurde. Mon père avait passé des années à agir comme si je lui devais. La réalité était exactement l'inverse. Justine n'avait pas fini. Il y a plus. Bien sûr que oui. Il y en a toujours, marmonnai-je. Elle a en fait ri. Puis elle a pointé une autre page. Bernard est techniquement resté en possession de la propriété. J'ai hoché la tête. Exact. Mais les droits de propriété liés au billet et à l'acte sont restés sous votre contrôle. Mon estomac s'est serré. Non pas de peur, mais de réalisation. Justine a continué. Vous avez passé 8 ans à lui permettre volontairement d'occuper la propriété. Les mots sont tombés lentement, très lentement. Puis le sens est arrivé. Mon père n'agissait pas comme un propriétaire. Il agissait comme un locataire qui avait oublié qui était le propriétaire. 8 ans de tolérance silencieuse l'avaient convaincu que l'arrangement était permanent. Ce n'était pas le cas. L'arrogance qui l'a poussé à transférer la maison à Wyatt avait créé une erreur fatale. Il n'a jamais pris la peine de vérifier qui détenait réellement les fondations sous la paperasse. Justine a pris son stylo. Puis elle a encerclé mon nom sur le document de cession. Un mouvement sec. Clic, le son a résonné doucement sur le bureau. Tout commence ici. J'ai regardé le cercle sur mon nom. À 8 ans de vérité cachée à la vue de tous. Pour la première fois depuis l'ouverture de cet avis de transfert de titre. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas blessée. Je n'étais même pas surprise. Je me sentais préparée parce que maintenant je savais enfin où était la fissure. Et une fois que vous savez où commence la défaillance structurelle, le reste n'est qu'ingénierie. Le clic aigu du stylo de Justine s'est estompé dans un tout autre son. Un bouchon de bouteille a sauté. Clinc. La lumière du soleil a inondé une cour arrière bondée. La musique jouait sur des enceintes portables. Et mon frère Wyatt Jenkins était sur le point d'organiser la célébration la plus chère d'une propriété qu'il ne possédait pas. La musique flottait dans le jardin tandis que quelqu'un ouvrait une autre bouteille derrière moi. L'odeur de steak grillé se mêlait à l'herbe fraîchement coupée et à un parfum cher. Wyatt avait toujours aimé dépenser de l'argent qu'il n'avait pas. Apparemment, il aimait encore plus célébrer des biens qu'il ne possédait pas. Je me tenais au bord du patio, tenant un verre d'eau en plastique et regardant le cirque se dérouler. Une immense bannière s'étendait le long de la clôture arrière. Jenkins Commercial Development Group. Le logo avait l'air cher. L'entreprise elle-même existait principalement dans des présentations PowerPoint et dans l'imagination de Wyatt. Une quarantaine d'invités se promenaient dans le jardin. Certains étaient des voisins, la plupart non. Plusieurs portaient des costumes malgré la chaleur estivale. C'étaient les investisseurs, les gens que Wyatt essayait d'impressionner, les gens qu'il espérait financeraient sa nouvelle aventure. La même aventure construite sur des documents qu'il n'avait aucun droit légal d'utiliser. Cette connaissance était tranquillement présente dans mon esprit pendant que je le regardais jouer, parce que c'est ce que Wyatt faisait, il jouait. Il se déplaçait dans la foule comme un politicien, serrant des mains avant une élection, riant bruyamment, racontant des histoires, faisant des promesses, pointant la maison toutes les quelques minutes. La maison était devenue une partie de l'argumentaire de vente. À un moment donné, je l'ai entendu dire, cette propriété n'est qu'un début. J'ai failli rire, non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il n'avait aucune idée à quel point il avait tort. Mon père semblait plus heureux que je ne l'avais vu depuis des années. Bernard se tenait à côté d'un groupe d'investisseurs parlant d'héritage. Ce mot encore, héritage. Apparemment,
Un fils pouvait échouer à plusieurs reprises et pourtant devenir un symbole d'héritage. Pendant ce temps, une fille pouvait passer 8 ans à payer des factures et rester invisible. Ma mère n'était pas très différente. Dorothy flottait autour de la fête, présentant Wyatt à tout le monde comme s'il venait d'inventer l'électricité. Vous devriez voir ses plans d'affaires. Un leader si naturel. J'en ai assez entendu pour connaître le script par cœur. L'enfant prodige était arrivé. Tout le monde était censé applaudir. Je suis restée silencieuse. C'est ce qui les a le plus dérangés. Non pas la colère, non pas la résistance, mais le calme. Les gens qui dépendent des réactions émotionnelles deviennent nerveux quand ils ne les obtiennent pas. Environ 1 heure après le début de la fête, Wyatt a finalement remarqué que je ne participais pas. Il s'est excusé d'une conversation et s'est dirigé vers moi. Je l'ai vu arriver, la démarche confiante, le sourire entraîné, les lunettes de soleil coûteuses posées sur sa tête. Il ressemblait à un homme qui venait de conquérir un empire au lieu d'un homme debout sur un champ de mine juridique. « Amuse-toi », m'a-t-il demandé. J'ai bu une gorgée d'eau. Ça a l'air cher. Il a souri. Investissement, bien sûr. Wyatt a jeté un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. Puis il a baissé la voix. En fait, je voulais te parler. Ça y était. Chaque fois que Wyatt voulait parler en privé, quelque chose de malhonnête suivait généralement. J'ai attendu. Il a sorti une enveloppe de sa veste. Cela seul m'a presque fait rire. Qui apporte une enveloppe à un barbecue? Apparemment mon frère. Il me l'a tendue. Je ne l'ai pas prise. Qu'est-ce que c'est? Une solution. Ça sonnait définitivement comme Wyatt. Il aimait les solutions qui profitaient à Wyatt. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque. 2000 $. Je l'ai regardé, puis je l'ai regardé, puis je l'ai regardé à nouveau. Sérieusement? Son sourire est resté en place. Considère ça comme un forfait de déménagement. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Un forfait de déménagement. Tu parles comme une entreprise qui licencie des employés. Il a ignoré ça. Si tu déménages discrètement, tout le monde y gagne. Tout le monde. Choix de mots intéressants. Pas moi. Tout le monde. J'ai plié le chèque et je l'ai remis dans l'enveloppe. 2000 $. C'est juste. Je l'ai regardé. Les chambres du premier étage qu'il voulait que je libère valaient plus que ça en loyer mensuel. L'offre elle-même n'était pas insultante à cause du montant. Elle était insultante parce qu'il croyait sincèrement qu'elle était généreuse. Invisible en quelque sorte plus importante que la fille qui payait l'hypothèque. Wyatt a pris mon silence pour de la reddition. Grosse erreur. Il s'est penché. Écoute, ne le prends pas personnellement, mal. Je savais déjà que je n'allais pas aimer la phrase suivante. Tu es doué avec un marteau. Ça y était. J'ai failli sourire parce que c'était tellement typique de lui. Réduire 8 ans dans les CBS. Réduire la récupération après sinistre. Réduire les projets d'ingénierie. Réduire le leadership. Réduire à doué avec un marteau. Puis vint le reste. Mais tu ne comprends tout simplement pas l'immobilier. Pendant un instant, je l'ai simplement regardé. Pas en colère, pas offensé, juste fasciné. Il faut une réelle confiance pour faire la morale à quelqu'un sur un bâtiment alors qu'on se tient à l'intérieur d'un bâtiment qu'on possède effectivement. J'ai levé mon verre d'eau et j'ai pris une lente gorgée. L'eau froide faisait du bien sous la chaleur estivale. Puis vint le reste. Mais tu ne comprends tout simplement pas l'immobilier. Pendant un instant, je l'ai simplement regardé. Pas en colère, pas offensé, juste fasciné. Il faut une réelle confiance pour faire la morale à quelqu'un sur un bâtiment alors qu'on se tient à l'intérieur d'un bâtiment qu'on possède effectivement. J'ai levé mon verre d'eau et j'ai pris une lente gorgée. L'eau froide faisait du bien sous la chaleur estivale. Je ne voyais venir, et j'ai finalement parlé calmement, presque doucement.
Je comprends qu'on ne peut pas construire un Penthouse sur une fondation saisie, Wyatt. Le sourire disparut immédiatement. Son front se plissa. La phrase l'avait frappé. Pas assez fort pour comprendre, juste assez fort pour le troubler. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai haussé les épaules. Rien. Ça ne ressemble pas à rien. J'ai pris une autre gorgée d'eau. De l'autre côté de la cour, l'un de ses investisseurs a levé une bouteille de bière et l'a appelé. Le timing n'aurait pas pu être meilleur. Wyatt m'a regardé encore une seconde, essayant de résoudre un puzzle dont il ne connaissait pas l'existence. Puis la frustration a remplacé la confiance. Tu sais quoi? Laisse tomber. J'ai hoché la tête. Bonne idée, il a ricané, un bruit court et irrité. Puis il s'est retourné et s'est éloigné vers les investisseurs, de retour vers la performance, de retour vers la fantaisie, de retour vers le royaume qu'il pensait être déjà le sien. Je l'ai regardé partir. Pour la première fois, j'ai presque eu pitié de lui. Presque, parce que l'arrogance devient dangereuse quand personne ne la force jamais à se confronter à la réalité, et la réalité se rapprochait. Le ricanement irrité de Wyatt s'est estompé sous le bruit de la fête. Les rires ont disparu. La musique s'est évanouie. La lumière du soleil s'est dissoute. À la place est venu le bruit strident de chaises en bois tirées sur un sol poli, une salle de médiation formelle, une longue table en acajou, et 3 membres de ma famille se préparant à découvrir exactement à quel point les suppositions peuvent devenir coûteuses. Le grincement des chaises en bois résonna dans la salle de médiation tandis que tout le monde s'installait. Personne ne semblait à l'aise. Personne, sauf mon père. Bernard Jenkins était assis à la tête de la longue table en acajou comme s'il possédait le bâtiment. Techniquement, il était là pour régler un litige immobilier. La façon dont il se tenait, on aurait dit qu'il présidait une succession royale. La pièce elle-même était conçue pour être neutre. Lumière douce, couleurs tamisées, tapis coûteux, diplômes accrochés au mur, tout était soigneusement arrangé pour calmer les gens. Cela ne fonctionnait pas. Du moins pas pour moi. Non pas parce que j'étais nerveuse. Parce que j'étais fatiguée. Fatiguée d'être traitée comme un obstacle, fatiguée d'écouter les gens réécrire l'histoire, fatiguée de voir la responsabilité devenir invisible dès qu'un homme entrait dans la pièce. Le médiateur était assis en face de nous, examinant les documents. Il avait l'air expérimenté, avait probablement des décennies de disputes familiales à son actif, des divorces, des batailles, des désaccords commerciaux. Pourtant, je pouvais dire qu'il s'était déjà fait une opinion. Non pas intentionnellement. La nature humaine. 3 membres de la famille d'un côté, une fille de l'autre. Le calcul semblait simple au début. Ma mère était assise à côté de Bernard, serrant des mouchoirs, ne pleurant pas encore, se préparant. Dorothy préférait toujours les arguments émotionnels lorsque les faits devenaient dangereux. Wyatt était assis à côté d'elle, portant un costume bleu marine qui coûtait probablement plus cher que le solde de son compte courant. Il avait l'air irrité, pas inquiet, pas encore, juste agacé que le processus existe. Dans son esprit, cela aurait dû être facile. Le fils obtient la maison. La fille s'en va. Tout le monde applaudit. Fin. Malheureusement pour Wyatt, la réalité n'avait pas lu son script. Le médiateur joignit les mains. Merci à tous d'être présents. Personne ne répondit. Il continua, je crois comprendre que nous sommes ici pour résoudre les questions de propriété concernant la propriété Jenkins et déterminer les droits d'occupation à l'avenir. Mon père hocha immédiatement la tête. Correct. Le médiateur jeta un coup d'œil vers moi, puis de nouveau vers Bernard. Monsieur Jenkins, pourquoi ne nous expliquez-vous pas votre position? Bernard se redressa sur sa chaise. Il adorait cette partie. Un public, un microphone, une chance de paraître raisonnable. Ma fille s'est emmêlée les pinceaux quant à son rôle dans la famille. J'ai failli rire. Émêler les pinceaux. Choix de mots intéressants. Le médiateur hocha poliment la tête. Bernard continua. Elle a vécu dans la maison pendant des années. Vécu.
Non pas payé pour, non pas protégé. Vécu. Comme tout membre du foyer, elle a contribué aux dépenses. Contribuer. C'était une autre bonne. Selon mon père, sauver une saisie comptait comme contribuer, comme apporter de la salade de pommes de terre à un barbecue. Le médiateur nota quelque chose. Pendant ce temps, Bernard continua. J'ai toujours essayé de subvenir aux besoins de mes 2 enfants. Celui-là méritait presque un prix. Même Wyatt semblait impressionné. La performance était forte. Si personne n'avait eu accès au dossier, il aurait pu gagner. Ma mère se tamponna les yeux avec un mouchoir. Timing parfait. J'ai presque admiré le travail d'équipe. Presque. Le médiateur regarda Dorothy. Madame Jenkins, sa voix trembla immédiatement. Nous voulons juste la paix. Bien sûr, elle le voulait. Tout le monde veut la paix après avoir déclenché une guerre. Elle renifla. Nous ne comprenons pas pourquoi Mallory se bat contre la famille. La famille. Expression intéressante. Apparemment, la famille incluait tout le monde, sauf la personne qui payait les factures. Je suis restée silencieuse. Le médiateur se tourna vers Wyatt. Et votre position ? Wyatt se pencha en avant. Professionnel, confiant, entraîné. La propriété fait partie d'un plan d'affaires à long terme. Bien sûr que oui. Tout devenait un plan d'affaires 5 minutes avant de s'effondrer, continua-t-il. Le transfert reflète les souhaits de mon père. Le médiateur hocha la tête. Et les préoccupations de votre sœur ? Wyatt soupira dramatiquement. Comme un homme patient face à un comportement déraisonnable. Je pense qu'elle a du mal à lâcher prise. Ça y était, le récit familial officiel. Je ne me protégeais pas. Je ne défendais pas mon investissement. Je ne répondais pas à une fraude. J'étais émotive, prévisible, difficile, exactement le rôle qu'il m'avait assigné. Le médiateur se tourna finalement vers moi. Tous les regards de la pièce suivirent. Je pouvais presque sentir l'attente, la fille rebelle, la sœur en colère, le problème. Il parla prudemment. Madame Jenkins, souhaitez-vous répondre ? Je le regardai, puis Wyatt, puis ma mère, puis mon père. 4 personnes attendant une crise de nerfs. 4 personnes s'attendant à des larmes. 4 personnes convaincues que la pression accomplirait ce que les faits ne pouvaient pas. Au lieu de cela, je ne dis rien. Le silence s'étira. 5 secondes. 10, 15. Le médiateur bougea légèrement. Mon père prit cela comme une permission de continuer. Grosse erreur. Bernard se pencha en avant. Pour la première fois, sa patience disparut. Le masque glissa. Pas beaucoup. Juste assez. Arrêtons de faire semblant. La pièce devint immobile. Il me pointa du doigt. Elle n'était pas propriétaire. Ça y était. Le véritable argument. Non pas juridique. Personnel. Elle n'était pas partenaire. Autre point. Elle ne portait pas le fardeau de la famille. Encore faux. Puis il prononça la phrase qu'il avait préparée tout l'après-midi. La phrase qu'il croyait sincèrement mettre fin à la discussion. Elle n'était qu'une locataire payant son loyer. Les mots restèrent en suspens. Ma mère hocha la tête. Wyatt hocha la tête. Le médiateur sembla mal à l'aise. Même lui sembla incertain à ce sujet. Mais Bernard n'avait pas fini. Sa voix devint plus ferme, plus froide, certaine. La maison revient au fils. Ça y était. La religion familiale, la croyance sacrée, la règle qui importait en quelque sorte plus que l'effort, plus que le sacrifice, plus que la réalité. Mon père se pencha en arrière, attendant les larmes, attendant la reddition, attendant que j'accepte enfin ma place. Au lieu de cela, je me levai lentement. Personne ne bougea. Personne ne parla. Je tendis la main à côté de ma chaise. Le vieux sac de sport en toile était exactement là où je l'avais laissé, vert délavé, et raflé par les déploiements, lourd, très lourd.
Je le posai sur la table. Le poids seul attira l'attention de tous. La fermeture éclair en laiton reflétait les lumières du plafond. Puis ma main l'enveloppa. Pour la première fois de l'après-midi, Wyatt parut incertain. Mon père fronça les sourcils. Le médiateur se pencha en avant. La pièce semblait plus petite, plus étrange, le genre de calme qui apparaît juste avant un effondrement structurel. Je tirai la fermeture éclair. Les dents en laiton se séparèrent avec un long son métallique. Zip. Personne ne parla. À l'intérieur se trouvaient des années de dossiers, des années de paiement, des années de preuves, des années de vérité, attendant patiemment. Le bruit lourd de la fermeture éclair résonna dans la pièce. Et quelque part au fond de mon esprit, il se fondit dans un tout autre son. Une porte de tribunal se verrouillant de l'intérieur. Clic, le genre de son qui dit à tout le monde qu'il n'y a plus de sortie facile. Le clic de cette porte de salle d'audience imaginaire est resté avec moi alors que je fouillais dans le sac de sport. Personne n'a bougé. Personne n'a interrompu. Même Wyatt semblait assez intelligent pour rester silencieux pour une fois. J'ai sorti le premier paquet de documents, puis le second, puis le troisième. Le bruit du papier frappant le bois poli a résonné dans la salle de médiation. Top. Une autre pile. Top. Une autre. Le médiateur a arrêté d'écrire. Mon père a arrêté de faire semblant d'être détendu. Le mouchoir de ma mère s'est figé à mi-chemin de son visage. J'ai arrangé les documents soigneusement, non pas de manière dramatique, mais méthodiquement, de la même manière que j'organisais les plans de construction avant de commencer un projet. Une rangée, puis une autre. Chaque paiement, chaque dossier, chaque mois, 8 ans, 96 paiements hypothécaires. Les preuves se sont étalées sur la table en acajou comme une chronologie que personne ne pouvait contester. Le médiateur a ajusté ses lunettes. Qu'est-ce que je regarde exactement ? J'ai finalement répondu, 96 paiements hypothécaires consécutifs. Ses sourcils se sont levés. 96 chaque mois. Personne n'a dit un mot. J'ai continué à arranger les documents. La table a lentement disparu sous le papier. Reçu, confirmation bancaire, relevé de paiement, déclaration certifiée. Chaque excuse que ma famille avait jamais créée était enterrée sous des faits réels. En face de moi, la confiance de Wyatt s'évaporait. Je pouvais pratiquement la regarder disparaître. Sa posture a changé en premier, puis son expression, puis ses yeux. Il ressemblait à un homme regardant des fissures apparaître sous ses propres pieds. Mais je n'avais pas fini. Pas du tout. J'ai fouillé à nouveau dans le sac. Cette fois, j'ai retiré un seul document dans un dossier de protection. Contrairement au reçu, celui-ci n'était pas épais. Il n'avait pas besoin de l'être. Certains papiers pèsent plus que d'autres. Je l'ai placé directement au centre de la table. Le médiateur s'est penché en avant. Mon père a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est ? Je l'ai regardé. Vous allez le découvrir. Justine Cobb était assise à côté de moi, calme, patiente, exactement comme elle l'avait été tout au long de la médiation. Elle n'avait pas interrompu une seule fois, n'avait pas discuté, n'avait corrigé personne. Elle avait simplement attendu. Parce que les bons avocats comprennent le timing. Le médiateur a parcouru la page, puis est revenu en arrière, un deuxième passage, puis un troisième. Son expression a changé rapidement. Monsieur Jenkins. Mon père s'est redressé. Quoi ? Le médiateur a regardé Justine. Voulez-vous expliquer cela ? Justine a joint les mains. Certainement. La pièce est instantanément devenue plus froide. Non pas physiquement, légalement. Le genre de froid qui arrive lorsque les faits entrent enfin dans la conversation. Justine s'est levée, puis a pointé le document. Le papier devant vous est une cession certifiée d'acte de fiducie. Personne n'a répondu, principalement parce que Dixie a reçu le médiateur a compris ce que cela signifiait. Justine a continué, il y a 8 ans, lorsque mademoiselle Jenkins a empêché la saisie de la propriété, le prêteur original a cédé à la fois le billet à ordre et l'acte de fiducie. Elle m'a pointé du doigt,
à Mallory Jenkins. Le médiateur a hoché la tête lentement. Mon père a froncé les sourcils. Wyatt avait l'air confus. La confusion a duré environ 3 secondes. Puis la réalité a commencé à arriver lentement, douloureusement. Bernard s'est penché en avant. Non, Justine ne l'a même pas regardé. Oui, vous devez vous tromper. Non. Elle a fait glisser des documents supplémentaires. Enregistrement certifié, dépôt de comté, dossier de cession, tout parfaitement documenté, tout parfaitement légal, chaque pièce s'emboîtant comme les éléments d'une machine. Le médiateur les a examinés, puis les a examinés à nouveau. Finalement, il les a posés sur la table. Ceci semble valide. Semble valide. La version juridique d'un train de marchandises. Le visage de mon père a perdu ses couleurs. Justine a continué. Le détail important ici est simple. Personne ne respirait. Personne ne bougeait. Elle a pointé les reçus couvrant la table. Pendant 8 ans, Mademoiselle Jenkins n'a pas payé un prêteur. Puis elle a prononcé la phrase. Je ne me lasserai jamais d'entendre. Mademoiselle Jenkins était le prêteur. Silence. Un pur silence. Le médiateur m'a regardé, puis les documents, puis de nouveau moi. Tout a soudainement pris son sens pour lui. Chaque paiement, chaque reçu, chaque preuve. Pendant ce temps, le monde de mon père s'effondrait en temps réel. Vous voulez dire? Sa voix semblait plus faible maintenant. Beaucoup plus faible. Justine a terminé la phrase pour lui. Monsieur Jenkins a passé 8 ans à occuper une propriété garantie par une obligation entièrement contrôlée par sa fille. Ma mère a laissé tomber son mouchoir. Wyatt avait l'air d'avoir été débranché. Puis les choses ont empiré, beaucoup empiré, parce que Justine n'avait pas fini. Elle s'est tournée vers Wyatt. Discutons du prêt commercial. Cela a attiré l'attention de tout le monde, y compris du médiateur, surtout du médiateur. Wyatt a dégluti pour la première fois de la journée. Il avait l'air nerveux. Justine a ouvert un autre dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies des documents du prêt commercial. Les documents qu'il avait fièrement montrés aux investisseurs. Les documents construits sur des revendications de propriété qui n'existaient pas. Sa voix est restée calme, professionnelle, précise. La demande de prêt identifie cette propriété comme garantie. Le médiateur a hoché la tête. C'est le cas. Le demandeur l'a représenté comme possédant l'autorité de propriété. Un autre hochement de tête, puis la réalisation. Les yeux du médiateur se sont écarquillés légèrement. Mais assez, Justine a continué. Si l'autorité de propriété n'existait pas, personne n'avait besoin qu'elle termine. La pièce avait déjà compris. Même Wyatt, surtout Wyatt, son visage est devenu pâle. Pâle comme un fantôme. Le genre de pâleur qui arrive quand quelqu'un réalise enfin que les conséquences sont réelles. Le médiateur l'a regardé directement. Monsieur Jenkins. Wyatt n'a pas répondu. Justine l'a fait. Si cette demande se poursuit sous de fausses représentations de propriété, nous allons au-delà d'un litige immobilier. Personne n'a parlé de fraude hypothécaire. Les mots ont atterri comme une boule de démolition. Fraude hypothécaire. Pas un désaccord familial, pas un malentendu, un crime fédéral. La pièce est devenue complètement silencieuse. Même la climatisation semblait plus silencieuse. Mon père a regardé Wyatt, puis moi, puis de nouveau les documents. Tout son système de croyances s'effondrait. Pas seulement la revendication de propriété, tout. Le fils n'était pas l'héritier. La fille n'était pas dépendante. La maison n'était pas à lui. L'héritage n'était pas à lui de donner. L'illusion avait survécu pendant des décennies. Il a fallu moins de 60 secondes pour la détruire. Bernard s'est lentement assis sur sa chaise. Non pas dramatiquement, non pas émotionnellement, juste vaincu. Pour la première fois de ma vie, il avait l'air vieux. Vraiment vieux. Pendant ce temps, Wyatt fixait la paperasse du prêt. Puis les reçus, puis les documents de cession,
comme s'il cherchait une issue de secours. Il n'y en avait pas, et il le savait. Les investisseurs qui avaient assisté à ce barbecue l'abandonneraient dès qu'ils apprendraient la vérité. Le financement disparaîtrait. L'entreprise disparaîtrait. La fantaisie disparaîtrait. Tout ce qui était construit sur le mensonge s'effondrait déjà. Personne n'a dit un autre mot parce qu'il n'y avait plus rien à discuter. Les faits avaient fini de parler. De l'autre côté de la table, la respiration de mon père est devenue superficielle, irrégulière, presque paniquée. Je l'ai écouté un instant. Puis le son s'est lentement estompé. La pièce a disparu. Les documents ont disparu. Les arguments ont disparu. Et à leur place est venu quelque chose de beaucoup plus silencieux. Des vagues océaniques roulant doucement sur un rivage. Régulier, paisible, certain. Pour la première fois depuis très longtemps, je ne me dirigeais pas vers un combat. Je me dirigeais vers la fin d'un. Le bruit des vagues est resté avec moi longtemps après la fin de la médiation. Non pas parce que j'étais près de l'océan. Mais parce que pour la première fois depuis des années, ma vie semblait calme. Pas d'urgence, pas d'avis de saisie, pas de paperasse secrète, pas de réunion de famille conçue pour me pousser à abandonner quelque chose que j'avais gagné. Juste le calme. Le processus juridique qui a suivi n'a pas été dramatique. La plupart des vraies victoires ne le sont pas. Il n'y a pas eu de dispute criarde dans un tribunal, pas de confession de dernière minute, pas de discours télévisé, juste de la paperasse, des signatures, des délais, des faits, les mêmes choses qui m'avaient porté à travers toute la situation. Une fois les documents examinés, tout s'est déroulé rapidement. La tentative de transfert de titres s'est effondrée immédiatement. La demande de prêt commercial a disparu. Les investisseurs ont disparu encore plus vite. C'est drôle comme les gens perdent rapidement intérêt lorsque la fraude entre dans la conversation. En quelques semaines, le grand lancement commercial de Wyatt est devenu une autre histoire ratée que personne ne voulait discuter. La bannière a disparu. Le site web a disparu. Les investisseurs ont disparu. Et finalement, la plupart de sa confiance aussi. Quant à la maison, l'issue juridique était simple. L'obligation de propriété m'appartenait. Les droits m'appartenaient. L'autorité m'appartenait. Pendant 8 ans, j'avais volontairement permis à mes parents de vivre dans des conditions qui les protégeaient des conséquences. Cet arrangement a pris fin. J'ai initié des procédures de saisie non pas parce que je voulais me venger, mais parce que je voulais de la clarté. Il y a une différence. La vengeance se concentre sur le fait de faire souffrir quelqu'un. La clarté se concentre sur la fin de la confusion. Pendant des années, ma famille avait confondu la gentillesse avec la faiblesse. Ce n'était pas la même chose. Quelques mois plus tard, la propriété a été officiellement transférée en ma possession sans contestation. Il n'y avait plus rien à contester. La paperasse était irréprochable. Justine s'en est assurée. Lorsque les documents finaux sont arrivés, je me suis assise à la table de ma cuisine et je les ai regardés longtemps, non pas pour célébrer, juste pour apprécier la simplicité de la vérité. La maison était à moi légalement, complètement, indéniablement. La fin du combat ne signifiait pas que j'avais cessé de me soucier de mes parents. C'est la partie que certaines personnes ne comprennent jamais. Vous pouvez aimer quelqu'un et refuser de financer ses mauvaises décisions. Vous pouvez vous soucier de quelqu'un et établir des limites. Vous pouvez aider quelqu'un et dire non. Alors j'ai pris des dispositions, non pas parce que je leur devais, mais parce que je voulais bien dormir la nuit. J'ai trouvé un petit appartement dans un complexe tranquille de l'autre côté de la ville. Rien de luxueux, rien de fantaisie. 2 chambres, rez-de-chaussée, quartier sûr, entretien abordable. J'ai couvert le déménagement. J'ai payé les dépôts. Je me suis assuré qu'ils avaient ce dont ils avaient besoin. Puis j'ai pris du recul. Pas de finances partagées, pas d'obligations cachées, pas de confusion. Pour la première fois depuis des décennies, Bernard et Dorothy devraient gérer leur propre vie. Ma mère a accepté le déménagement tranquillement. L'âge l'avait adouci plus qu'elle ne voulait l'admettre. Mon père a mis plus de temps, beaucoup plus.
La fierté ne disparaît pas du jour au lendemain. Surtout une fierté protégée depuis 70 ans. Quant à Wyatt, la vie lui a fait découvrir un concept qu'il avait passé des années à éviter. Les conséquences. Sans investisseurs, son entreprise s'est effondrée. Sans la propriété, les financements ont disparu. Sans son père pour le protéger de la réalité, les excuses sont devenues plus difficiles à vendre. La dernière fois que je l'ai vu, il travaillait pour une entreprise de toiture commerciale. Des quarts de travail de 12 heures, la chaleur estivale, le levage de charges lourdes, un travail réel, le genre de travail qu'il avait passé des années à faire semblant de comprendre. À son crédit, il a continué à se présenter. Peut-être que la lutte lui apprenait enfin quelque chose que le succès n'aurait jamais pu faire. Ou peut-être qu'il avait juste besoin de son salaire. Quoi qu'il en soit, c'était le premier travail honnête que je l'avais vu faire depuis des années. Plusieurs mois après que tout soit fini, j'étais debout sur le porche un soir, regardant le coucher de soleil. La maison semblait différente. Non pas physiquement, émotionnellement. Pour la première fois, elle était paisible. Non pas parce que quelqu'un avait perdu, mais parce que le jeu avait cessé. Le ciel brillait d'orange au-dessus du quartier. Une tasse de café reposait dans ma main. L'air sentait l'herbe fraîchement coupée de quelque part dans la rue. Puis j'ai entendu la porte moustiquaire derrière moi. Je me suis retournée. Mon père est monté sur le porche. Plus vieux, beaucoup plus vieux qu'il n'avait l'air un an plus tôt. Non pas physiquement. La vie avait enfin atteint ses yeux. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Le silence n'était pas inconfortable, juste honnête. Finalement, il s'est assis sur la chaise à côté de moi. Il a regardé le quartier, puis a posé une question que je ne m'attendais jamais à entendre. Pourquoi? Je l'ai regardé. Pourquoi? Quoi? Il a secoué la tête lentement. Pourquoi m'as-tu laissé croire que j'étais aux commandes toutes ces années? La question a plané entre nous. Pas de colère, pas d'accusation, juste de la curiosité. Peut-être du regret. J'y ai réfléchi un instant, puis j'ai regardé le soleil. La réponse n'était pas compliquée. Tu n'as jamais demandé. Mon père a baissé les yeux. J'ai continué, tu as supposé? Il a hoché légèrement la tête. Je pouvais dire qu'il savait déjà où cela allait, mais il avait besoin de l'entendre quand même. Tu as passé ta vie à croire que le respect était un héritage transmis à un fils, papa. Les mots sont sortis calmement. Pas dur, pas cruel, juste vrai. Mais le respect est une structure. Il m'a regardé. J'ai soutenu son regard. Tu dois le construire. La brise du soir a traversé le porche. Aucun de nous n'a détourné le regard, et tu dois le payer. Ses épaules se sont affaissées juste un petit peu. Assez. J'ai pris une gorgée de café, puis j'ai terminé la pensée qui attendait d'être prononcée depuis 8 ans. J'ai payé la mienne 96 fois. Silence. Le genre qui vient quand quelqu'un comprend enfin la facture. Tu as juste arrêté de compter. Mon père a de nouveau regardé le quartier. Cette fois, il n'a pas discuté, ne s'est pas défendu, n'a pas expliqué. Pour la première fois de ma vie, il a simplement écouté. Le soleil a lentement disparu sous l'horizon. La journée s'est terminée tranquillement. Pas de musique dramatique, pas de discours de victoire, pas de célébration, juste une femme assise sur le porche d'une maison qu'elle avait sécurisée de ses propres mains. Un terrain solide, un travail honnête, des limites claires et le genre de paix que personne ne peut hériter. Le genre que l'on construit soi-même. Les semaines qui ont suivi le règlement de tout ont été étranges. Pendant près de 8 ans, il y avait toujours eu quelque chose qui exigeait mon attention. Un paiement dû, un problème à résoudre, une crise familiale qui se profilait. Quelqu'un avait besoin d'argent. Quelqu'un avait besoin d'aide. Quelqu'un avait besoin d'être sauvé. Puis un jour, tout s'est arrêté. Pas d'appel d'urgence, pas de lettre surprise, pas de réunion avec des avocats, pas de conversation où je devais défendre des décisions que je savais déjà justes. Juste le silence. Au début, je ne savais pas quoi en faire.
J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à réparer des choses. C'est ce que font les CB. Nous reconstruisons des routes. Nous réparons des écoles. Nous restaurons des infrastructures après des catastrophes. Quand quelque chose se casse, nous nous en approchons. Nous ne nous éloignons pas. Pendant des années, j'ai traité ma famille de la même manière. Chaque problème est devenu ma responsabilité. Chaque catastrophe est devenue ma mission. Chaque mauvaise décision a fini sur mon bureau. Et si je suis honnête, une partie de cela était de ma faute. Non pas parce que j'ai causé les problèmes, mais parce que je me suis convaincue que si je continuais à aider assez longtemps, les choses finiraient par changer. Je croyais que si je payais suffisamment de factures, faisais suffisamment de sacrifices et montrais suffisamment de loyauté, ma famille finirait par me voir différemment. Je pensais que l'appréciation attendait quelque part sur la route. Je pensais que le respect finirait par arriver. J'avais tort. L'une des leçons les plus difficiles que j'ai apprises est que le sacrifice ne crée pas automatiquement de gratitude. Parfois, il crée des attentes. Il y a une grande différence. La première fois que vous aidez quelqu'un, il peut vous remercier. La 10e fois, il peut vous apprécier. La 100e fois, il peut commencer à croire que c'est simplement votre travail. C'est exactement ce qui s'est passé dans ma famille. Mes paiements hypothécaires ont cessé de ressembler à de la générosité. Ils sont devenus normaux, attendus, invisibles. Personne ne se souvenait de la saisie. Personne ne se souvenait du risque. Personne ne se souvenait d'où venait l'argent. Ils se souvenaient seulement que les paiements continuaient d'arriver mois après mois, année après année. Et parce qu'ils continuaient d'arriver, tout le monde supposait qu'ils le feraient toujours. En y repensant, j'ai réalisé que je confondais l'amour avec l'obligation. Je pensais qu'aimer ma famille signifiait les protéger de toutes les conséquences. Je pensais qu'être une bonne fille signifiait porter des fardeaux que personne ne demandait à mon frère de porter. Je pensais que la loyauté signifiait dire oui. Ce que j'ai finalement appris, c'est que la loyauté sans limite devient de l'autodestruction. Ce n'est pas une leçon qu'on vous apprend à l'école. La plupart d'entre nous l'apprennent à la dure. Parfois de nos parents, parfois de nos conjoints, parfois d'amis, et parfois de personnes pour qui nous aurions tout fait. Une chose m'a surprise après la médiation. Les gens n'arrêtaient pas de me demander si je me sentais satisfaite, si gagner était agréable, si prouver que tout le monde avait tort en valait la peine. La vérité est plus compliquée. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais soulagée. Il y a une différence. La victoire consiste à vaincre quelqu'un. Le soulagement consiste à enfin déposer un poids que l'on a porté trop longtemps. Pendant des années, j'ai porté le fardeau d'essayer de gagner quelque chose qui n'aurait jamais dû exiger d'être gagné. Un respect de base. Le plus drôle, c'est que le respect ne se cachait pas de moi. Je le cherchais au mauvais endroit. Je cherchais constamment la validation de personnes qui avaient déjà décidé qui j'étais. Dans leur esprit, Wyatt était l'avenir. Wyatt était l'héritier. Wyatt était l'investissement. Rien de ce que je faisais ne pouvait rivaliser avec cette histoire parce que l'histoire avait déjà été écrite avant que je n'entre dans la pièce. Une fois que j'ai compris cela, tout est devenu plus simple, douloureux, mais plus simple. Beaucoup de gens passent des années à attendre que quelqu'un les apprécie enfin. Un parent, un frère ou une sœur, un partenaire, un patron, un ami. Parfois ce jour arrive, parfois non. Il faut construire une vie qui fonctionne de toute façon parce que si votre estime de soi dépend entièrement de la reconnaissance de quelqu'un d'autre, vous leur donnez le contrôle de votre bonheur. Et c'est une chose dangereuse à céder. Quand je regarde en arrière maintenant, je ne pense pas d'abord à la salle de médiation. Je ne pense pas aux avocats. Je ne pense pas au titre de propriété. Je ne pense même pas à la maison. Je pense à ces 96 paiements, 96 décisions ordinaires, 96 moments où j'ai choisi la responsabilité plutôt que la commodité. À l'époque, je croyais que je sauvais une propriété. Des années plus tard, j'ai réalisé que je construisais quelque chose de bien plus précieux. Mon indépendance, ma confiance, ma capacité à me fier à mon propre jugement.
La maison était simplement la preuve physique. La vraie chose que j'ai retrouvée, c'était moi-même. Donc, si vous écoutez ceci et que vous reconnaissez des morceaux de votre propre vie dans cette histoire, je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Être gentil ne signifie pas être disponible pour l'exploitation. Être généreux ne signifie pas accepter le manque de respect, et aimer les gens ne signifie pas abandonner votre avenir à leurs attentes. Certaines relations s'améliorent lorsque vous sacrifiez. D'autres s'y habituent simplement. Apprendre la différence peut vous faire économiser des années de douleur. Cela m'en aurait certainement épargné. Mais là encore, ces 96 paiements m'ont appris quelque chose qu'aucune salle de classe n'aurait jamais pu faire. Les choses les plus importantes que nous construisons ne sont pas toujours faites de bois, d'acier ou de béton. Parfois, elles sont faites une décision à la fois. Et parfois, vous ne réalisez pas ce que vous avez construit avant le jour où quelqu'un essaie de vous l'enlever. Après avoir partagé cette histoire, j'ai reçu plus de messages que prévu. Certains venaient de vétérans. Certains venaient de parents. Certains venaient de personnes confrontées à des litiges d'héritage. Mais la plupart venaient de gens ordinaires qui disaient tous une version de la même chose, ça ressemble exactement à ma famille. Au début, cela m'a surprise. Puis non. Parce que plus j'y pensais, plus je réalisais que mon histoire n'avait jamais vraiment été à propos d'une maison. La maison n'était que la scène. La vraie histoire était à propos de quelque chose de beaucoup plus courant, les attentes inégales. Si vous avez déjà été la personne fiable dans une famille, vous savez probablement de quoi je parle. Vous êtes celui qui reçoit l'appel téléphonique quand quelque chose se casse. Vous êtes celui à qui on demande conseil. Vous êtes celui à qui on demande de l'argent. Vous êtes celui qui doit résoudre les problèmes que personne d'autre ne veut gérer. Et parce que vous êtes responsable, vous le faites généralement, du moins au début. Le problème est que la responsabilité peut devenir un piège lorsqu'elle n'est pas équilibrée par le respect. Avec le temps, les gens cessent de voir vos efforts. Ils ne voient que le résultat. Ils cessent de remarquer les sacrifices en coulisses. Ils remarquent juste que les lumières restent allumées. Les factures sont payées, la crise est résolue, le problème disparaît, et finalement ils commencent à traiter votre contribution comme un service public permanent, disponible chaque fois que nécessaire. Je connais une femme qui a payé les factures médicales de sa mère pendant près de 10 ans. Quand elle a finalement dit qu'elle ne pouvait plus se le permettre, sa famille a agi comme si elle avait commis un crime. Non pas parce qu'ils étaient de mauvaises personnes, mais parce qu'ils s'étaient habitués à ce qu'elle porte le fardeau. Je connais un homme qui a aidé son frère à lancer 3 entreprises différentes. Chacune a échoué. Quand il a refusé de financer la 4e, il est devenu le frère égoïste du jour au lendemain. Le schéma est toujours similaire. La personne fiable devient responsable de tout maintenir. Et au moment où elle s'arrête, tout le monde évalue soudainement sa valeur. Malheureusement, à ce moment-là, les dégâts sont généralement déjà faits. Une leçon que j'aurais aimé apprendre plus tôt concerne la paperasse. Je sais que cela ne semble pas excitant. Croyez-moi, je comprends. Personne ne lit les accords juridiques. Personne ne publie des photos de dossiers en vacances. Mais la paperasse m'a sauvé. Pas les émotions, pas les disputes, pas l'histoire familiale. La paperasse. Un document signé a protégé 8 ans de travail. Un accord correctement structuré a mis en évidence des années de fausses hypothèses. S'il y a une leçon pratique que je veux que les gens retiennent de mon expérience, c'est celle-ci. Ne supposez jamais que tout le monde se souvient d'un accord de la même manière que vous. Les souvenirs changent. Les gens réécrivent les événements. Les bonnes intentions s'estompent. Les documents non. Cela ne signifie pas que vous devriez vous méfier de tout le monde. Cela signifie que vous devriez respecter la réalité. L'argent change les relations. L'héritage change les relations. La propriété change les relations. Parfois, même de bonnes personnes se comportent différemment lorsque de gros actifs entrent dans la conversation. Se protéger ne signifie pas que vous êtes cynique. Cela signifie que vous êtes préparé. Une autre chose que j'entends souvent est celle-ci. Je ne veux pas fixer de limites parce que je ne veux blesser personne.
Je comprends ce sentiment. J'ai vécu ce sentiment pendant des années. Je me suis convaincue que dire oui faisait de moi une bonne fille. Ce que j'ai finalement appris, c'est que les limites ne sont pas une punition. Ce sont des instructions. C'est ainsi que nous enseignons aux gens comment nous traiter. Sans limites, le ressentiment grandit. Avec des limites, les attentes deviennent claires. Les gens supposent souvent que les limites nuisent aux relations. D'après mon expérience, c'est le contraire qui est vrai. Les relations saines survivent aux limites. Les relations malsaines dépendent de leur absence. Pensez-y. Dans la construction, chaque bâtiment a besoin d'une fondation. Si la fondation est solide, la structure résiste à la pression. Si la fondation est faible, quelque chose finit par craquer. Les familles fonctionnent de la même manière. Les amitiés fonctionnent de la même manière. Les mariages fonctionnent de la même manière. Si une relation est construite sur l'équité, l'honnêteté et le respect mutuel, elle peut survivre à des conversations difficiles. Si elle est construite sur la culpabilité, le favoritisme, la manipulation ou l'obligation, chaque nouveau problème. Finalement, l'ensemble devient instable. En y repensant, ma famille ne s'est pas effondrée à cause de la maison. La maison a simplement exposé des problèmes qui existaient depuis des années. Le favoritisme était déjà là. Les suppositions étaient déjà là. Le droit était déjà là. Le litige immobilier a juste enlevé à tout le monde la possibilité de les ignorer. C'est pourquoi je dis toujours aux gens de faire attention lorsque de petits problèmes se répètent. Les modèles sont importants. Le même comportement répété encore et encore finit par devenir la culture d'une relation. Et la culture est beaucoup plus difficile à changer qu'une seule décision. Donc, si vous écoutez aujourd'hui, je veux vous laisser quelques réflexions pratiques. Comprenez ce que vous signez. Gardez des dossiers. Protégez votre avenir financier. Ne vous excusez pas d'établir des limites raisonnables. Ne supposez pas qu'être lié à quelqu'un les rend automatiquement justes. Et ne sacrifiez pas votre sécurité à long terme juste pour maintenir la paix à court terme. Parce que la paix construite sur des mensonges n'est généralement pas la paix du tout. C'est juste un conflit reporté. J'ai appris cette leçon à travers 96 paiements hypothécaires. J'espère que vous n'aurez pas à l'apprendre de la même manière. Assise ici, à réfléchir à tout ce qui s'est passé, je reviens sans cesse à un mot, le respect. C'est un mot que les gens utilisent tout le temps. Les parents en parlent, les enfants en parlent, les employeurs en parlent, les politiciens en parlent, tout le monde en veut. Très peu de gens s'arrêtent pour réfléchir à sa provenance réelle. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que le respect fonctionnait comme mon père le croyait. Non pas parce qu'il m'a convaincu. Mais parce que c'est le message que beaucoup d'entre nous entendons en grandissant. Respectez vos parents. Respectez vos aînés. Respectez l'autorité. Respectez la famille. Il y a de la vérité dans tout cela. Mais il y a aussi quelque chose qui manque. Personne ne parle assez de la responsabilité qui vient avec le fait de recevoir le respect. Parce que le respect n'est pas une voie à sens unique. Ce n'est pas un titre permanent. Ce n'est pas quelque chose que vous gardez automatiquement pour toujours simplement en raison de votre âge, de votre position ou de votre nom de famille. Ce qui s'est passé entre mon père et moi m'a forcé à affronter cette réalité. Pendant des années, Bernard a cru que le respect venait avec le rôle de père. Et je le lui ai donné. Même quand j'étais en désaccord avec lui, même quand je pensais qu'il avait tort, même quand ses décisions me faisaient du mal, je le respectais toujours. Mais quelque part en chemin, il a commencé à croire que le respect était quelque chose qu'il possédait au lieu de quelque chose qu'il entretenait. C'est là que beaucoup de relations rencontrent des problèmes. Les gens commencent à confondre l'autorité avec le respect. Ce n'est pas la même chose. Vous pouvez avoir de l'autorité sans respect. Vous pouvez avoir un titre sans respect. Vous pouvez avoir du pouvoir sans respect. Le vrai respect est différent. Le vrai respect survit quand personne ne le force. Plus je vieillis, plus je réalise que le respect se construit de la même manière que toutes les choses significatives de la vie. Une décision à la fois, une action à la fois,
Une promesse tenue à la fois. Vous le construisez en vous montrant quand vous dites que vous vous montrerez. Vous le construisez en étant juste. Vous le construisez en assumant vos responsabilités lorsque vous avez tort. Vous le construisez en traitant bien les gens quand ils n'ont plus rien à vous donner. C'est la partie que beaucoup de gens manquent. Il est facile de bien traiter quelqu'un quand vous avez besoin de quelque chose d'eux. Il est facile de féliciter les gens quand ils vous aident. Il est facile d'appeler quelqu'un de la famille quand ils résolvent vos problèmes. Le vrai test arrive quand il cesse d'être utile. C'est là que le caractère se révèle. C'est là que le respect devient visible. En y repensant, mon père m'a appris une leçon importante. Non pas les leçons qu'il avait l'intention de donner. La leçon que son comportement a révélée. Pendant des années, il a cru que Wyatt méritait la maison parce qu'il était le fils. Non pas parce que Wyatt l'avait gagné. Non pas parce que Wyatt l'avait protégé. Non pas parce que Wyatt avait sacrifié pour elle, simplement à cause de qui il était. Le problème avec cette façon de penser est qu'elle ignore la réalité. La vie ne se soucie pas des titres. Les banques ne se soucient pas des titres. Les contrats ne se soucient pas des titres. Les résultats se soucient des actions. C'est pourquoi la vérité a finalement gagné. Non pas parce que j'étais plus intelligente. Non pas parce que j'étais plus forte. Parce que les faits sont têtus. Et les faits ne se soucient pas des mythes familiaux. Une chose que les gens me demandent souvent maintenant est si je pardonne à mon père. La réponse en surprend certains. Oui, je le fais. Non pas parce que ce qui s'est passé était acceptable. Non pas parce que j'ai oublié. Non pas parce qu'il n'y a pas eu de conséquences. Je lui pardonne parce que porter la colère pour toujours est une autre forme de laisser quelqu'un contrôler votre vie. Je ne voulais pas ça. Le pardon ne signifie pas permettre au comportement de continuer. Cela ne signifie pas faire semblant que rien ne s'est passé. Cela signifie accepter la réalité et aller de l'avant. Les limites demeurent, les leçons demeurent, les souvenirs demeurent, mais la colère n'a pas à être. Il en va de même pour Wyatt. Je ne le déteste pas honnêtement, je ne pense plus très souvent à lui. Sa vie lui appartient. Ses choix lui appartiennent. Ses conséquences lui appartiennent. C'est l'âge adulte. Et d'une étrange manière, apprendre cela a été l'une des parties les plus libératrices de tout ce voyage. Tout n'a pas besoin d'être réparé. Tout le monde n'a pas besoin d'être sauvé. Toutes les relations ne peuvent pas être réparées. Parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire est d'accepter les gens tels qu'ils sont et de prendre des décisions en conséquence. S'il y a une chose que j'espère que les gens retiendront de mon histoire, c'est celle-ci. Arrêtez de mesurer votre valeur par la capacité de quelqu'un d'autre à la reconnaître. Certaines personnes ne verront jamais votre valeur. Non pas parce que vous n'avez pas de valeur, mais parce que la reconnaître les obligerait à changer l'histoire qu'ils se sont racontée. Ne passez pas votre vie à essayer de gagner l'approbation de personnes déterminées à vous méprendre. Construisez votre propre vie. Protégez votre paix. Tenez parole. Honorez vos responsabilités. Traitez les gens équitablement. Et laissez vos actions parler plus fort que vos arguments. Finalement, les bonnes personnes le remarqueront. Et si ce n'est pas le cas, vous gardez toujours votre estime de soi. C'est plus important que la plupart des gens ne le réalisent. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon ce soir-là, j'ai pensé à la conversation sur le porche, à mon père, à ses 96 paiements, à tout ce qui s'était passé. Et j'ai réalisé quelque chose de simple. La maison n'a jamais été le vrai prix. Le vrai prix était de me tenir enfin sur un terrain que personne d'autre ne pouvait définir pour moi. Merci d'avoir passé ce temps avec moi et d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a rappelé quelque chose que vous avez vécu dans votre propre famille, j'aimerais en entendre parler dans les commentaires. Et si vous aimez les histoires de famille qui vont au-delà du drame et explorent des leçons de vie réelles sur le respect, la responsabilité, les limites et la croissance personnelle, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de nous rejoindre tous les jours à 13h15 HE pour d'autres histoires qui restent avec vous longtemps après qu'elles soient terminées. Jusqu'à la prochaine fois,
Prenez soin de vous, protégez votre paix et ne cessez jamais de construire une vie dont vous êtes fier.